Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Le Front populaire, une histoire de grève et de joie. Le 3 mai 1936 se déroule le second tour des élections législatives. Le Front populaire, composé des socialistes, des communistes et des radicaux, sort victorieux. Une coalition de gauche qui remporte les élections, mais c'est la joie dans le monde ouvrier. Et pourtant, quel paradoxe! Des grèves éclatent, les usines sont occupées, mais pour toute la société française, c'est certain, il y a changement de décor. Messieurs, le décor va changer. Fini, messieurs, la rigolade. Fini le régime des pantins. Et sans faire de barricades, voici la chute des coquins. Le cours de l'histoire. Nous voilà enfin en République. Le peuple sera protégé. Le veau d'or n'est plus qu'une vieille bourrique. Mais est-ce que le décor va changer? Et les gars du Front populaire sont venus en rang serré le dire à ceux qui sont sous terre au pied du mur des fédérés. Montéhus, en 1936, le décor va changer. Bonjour Ludivine Bantigny. Bonjour. L'évocation du mur des fédérés dans cette chanson de Montéhus. Vous êtes historienne de la Commune de Paris, vous êtes aussi historienne du Front populaire. Par effet générationnel, d'ailleurs c'est pas si loin l'un de l'autre, le Front populaire s'inscrit dans une longue histoire ouvrière. Oui, dans une histoire d'émancipation, d'affranchissement, de lutte pour la justice sociale et l'égalité, pour l'épanouissement de tous et de toutes. Et dès lors, c'est aussi un front au départ, un front pour lutter contre la loi du marché, contre la loi du capital. Et puis, comme vous l'avez rappelé hier, c'est un front antifasciste offensif. Oui, voilà, parce que vraiment le contexte est à prendre en compte ici. Et pour nous parler du Front populaire, Laure Machu, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris-Nanterre et vous avez travaillé sur les conventions collectives parce que c'est cela aussi, le décor va changer. C'est un décor lié à l'ambiance du moment, c'est un décor aussi lié au texte, à la construction même administrative, judiciaire du pays, et puis les relations entre les ouvriers, les ouvrières et le patronat. C'est ça aussi qui va changer à ce moment-là. Exactement, la généralisation des conventions collectives, leur consolidation juridique par une nouvelle loi, mais aussi l'élection des délégués d'atelier, inaugure ce qu'on appelle à l'époque une nouvelle ère entre les patrons et les ouvriers, un vent de démocratisation des relations sociales à tous les niveaux, à celui des branches, mais aussi au sein même des usines. C'est quoi une convention collective ? Une convention collective, c'est un accord entre, à l'époque, un syndicat patronal, un groupement patronal, et un syndicat ouvrier qui porte sur les conditions de travail et les salaires. Pour en arriver là, il a fallu remporter les élections. C'est ce qui se passe au second tour, le 3 mai 1936. Ludivine Bantigny, quel était le programme du Front populaire ? Ou pour le demander autrement, qu'est-ce qui explique la victoire du Front populaire ? Alors, ce qu'il explique, c'est d'une part la conscience d'une menace fasciste, comme on vient de le rappeler. Il y a une crise économique dévastatrice, ravageuse, beaucoup de chômage, et puis des salaires très bas, une pauvreté, une précarité, même si c'est pas forcément un terme qui apparaît à cette époque, mais en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis une exaltation, un enthousiasme, la volonté de changer la vie. Ce sont les mots de Rimbaud. Donc, il y a une énorme campagne, mais qui passe beaucoup par l'auto-organisation à la base. Et c'est le cas depuis 1934. Vous l'avez rappelé hier dans l'émission, il y a une effervescence unitaire, mais qui débouche sur un programme somme toute minimal. Ça, on l'a plus forcément bien en tête, puisqu'il s'agit de concilier des gauches qui étaient relativement hostiles les unes à l'égard des autres. Peut-être que ça peut rassurer des auditrices et auditeurs de gauche d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, la gauche paraît assez divisée, mais c'était pire au début des années 30, parce qu'il y a d'un côté une gauche qui se réclame de l'anticapitalisme, qui estime que le capitalisme est responsable de cette crise absolument irrationnelle, une crise de surproduction, et on détruit parfois certaines marchandises, des denrées alimentaires, alors que de l'autre côté, des gens ont faim. Et puis, ils se reconnaissent aussi, ces hommes et ces femmes de gauche, dans une perspective de lutte
de classe dans le mouvement ouvrier, du coup, dans la perspective de la grève. Ça, ce sont les socialistes, les communistes, mais aussi les anarchistes et libertaires. Puis d'un autre côté, il y a les radicaux, le Parti radical, qui n'a pas du tout la même vision du monde, qui est très attaché à un certain ordre social, somme toute assez conservateur, qui ne se reconnaît absolument pas dans la lutte de classe. La lutte de classe est considérée par bon nombre de dirigeants radicaux comme une menace pour cet ordre moral, cet ordre social. Donc il faut concilier ces deux gauches à l'origine relativement opposées quand même, y compris parce que les radicaux avaient participé à des gouvernements de droite, y compris avec un gouvernement Doumergue, Laval, Pétain. C'était le cas d'Édouard Herriot. Du coup, ça explique que le programme électoral soit relativement minimal et que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les énormes réformes, les réformes libératrices et émancipatrices qui émergent de juin 1936, les congés payés, les 40 heures, les conventions collectives dont vient de parler Laure, eh bien, n'étaient pas au programme et ont été arrachés par la grève incroyable, la grève avec occupation de lieux de travail. Merci Ludivine Bantini de renvoyer vers l'émission du cours de l'histoire Objectif Urne, la victoire d'un front populaire antifasciste, émission à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France, parce que la victoire c'est une chose, mais j'évoquais en ouverture d'émission un paradoxe en fait. La coalition de gauche remporte les élections législatives, très bien, et il y a des grèves. Alors, on se dit, là, c'est un paradoxe sans nom. Laure Machut, on peut le vivre ainsi, ou en tout cas, est-ce que ça a pu être perçu ainsi ? Je ne sais pas si ça a été perçu ainsi. Ce qui est sûr, c'est que les grèves ont un double objectif. D'abord, c'est des grèves de soulagement. On a beaucoup évoqué, vous l'avez évoqué dans votre introduction, le terme de grève de la joie. Mais c'est aussi un moyen fort d'inciter, voire de forcer, le patronat et les parlementaires à engager les réformes prévues par le programme politique. Il y a dans les discours ouvriers et de l'époque un registre du contrôle et de la surveillance. Les responsables du PC sont frappés par le fait que souvent Blum est interpellé par les termes de l'énergie. Donc voilà, il y a une ferveur politique qui se dégage de ces premiers mois, de ces premiers jours de victoire. Et donc les grèves, ça s'inscrit dans cette ferveur, dans ce militantisme très fort pour inciter, forcer le patronat, mais j'insiste aussi les parlementaires à voter et à engager les réformes. Ludivine Bantini, en couverture de votre ouvrage La Bourse ou la vie, le Front populaire, histoire pour aujourd'hui, c'est publié à La Découverte. Nous voyons des enfants venir visiter des grévistes à l'usine. Parce qu'il y a beaucoup de photos autour du Front populaire et des grèves. Au moment de parler du Front populaire, le choix aurait pu être d'une victoire électorale, des urnes ou alors d'un gouvernement qui se constitue. Mettre en avant les grèves, c'est aussi ce qui fait dans notre imaginaire le Front populaire. On sent bien que ces grèves qui surgissent au moment de la victoire électorale, c'est ce qui synthétise ce Front populaire tel que nous l'imaginons. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là en France. Absolument, un événement immense dont on porte encore l'héritage aujourd'hui. Je dirais qu'il y a deux fronts populaires en réalité. Il y a un front populaire qui est de l'ordre du soulèvement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, très auto-organisé, avec des comités à la base, notamment des comités de grève, et une spontanéité de cette grève, donc des mobilisations sociales très intenses qui vont aller d'ailleurs, ça en général on le néglige, bien au-delà de juin 1936, les grèves ont duré en fait pendant plusieurs mois, et voire plusieurs années. Et puis d'un autre côté, le Front populaire au sens du gouvernement, qui se constitue à compter de début juin 1936. Et il y a là une tension, en fait, il y a une tension constitutive, puisque ce gouvernement va être très vite amené à mesurer les contraintes financières. Il ne va pas forcément réaliser les choix qu'il avait prévus au départ. Mais pour répondre à votre question sur le paradoxe, est-ce que cette grève est un paradoxe ? Moi, il me semble pas que ça soit le cas. D'une part, parce que, en fait, justement, l'atmosphère de 1936, ça a été avant les élections, c'était justement une grande campagne pour la justice, pour l'émancipation, où on parle beaucoup de droits, où on parle beaucoup de liberté et notamment de droit du travail. Et d'autre part, c'est vrai que la grève n'est appelée par personne, c'est une grève très spontanée, c'est une grève à l'origine qui commence le 11 mai dans l'aéronautique et puis qui va s'étendre comme une marée humaine. Pourquoi ? C'est d'abord pour
lutter contre la répression antisyndicale qui s'abat dans les entreprises, notamment, comme je le disais, d'abord dans l'aéronautique, avec une main-d'œuvre très qualifiée qui peut se permettre de rentrer en grève, alors que c'est dangereux à l'époque de faire grève. On risque beaucoup parce que des syndicalistes avaient chômé le 1er mai 1936. Et donc ça part comme ça, comme une étincelle. Il va y avoir une marée immense qui va se répandre dans le pays. 2 millions de personnes en grève avec cette nouveauté considérable qui permet de vivre un moment extraordinaire, les occupations de lieux de travail. Ah oui, ce moment de la grève, c'est un moment absolument considérable. Et ce qui est formidable avec ce moment Front populaire, c'est que nous disposons de témoignages. Vous savez bien, lorsque les travailleurs se sont mis en grève dans les laminoirs et qu'ils ont traversé toute la boîte a suivi. Tous les travailleurs indistinctement se sont mis en grève. Et une délégation a été constituée pour aller discuter avec le directeur général qui s'appelait M. Wills. Et tenez-vous bien, il n'a même pas eu la politesse de nous demander de nous asseoir. Et il nous a dit « Qu'est-ce que vous désirez ?» Mais alors, sur le ton sec, imperturbable, on dit « Nous voulons vous remettre un cahier de revendications. » Il a pris les cahiers de revendications et il les a chiffonnés en face de nous. Voilà ce que j'en fais, et dans la poubelle. Sortez. Nous sommes sortis, pas un mot de discussion. Nous sommes sortis, nous avons rendu compte aux travailleurs du résultat. On dit, personne ne sortira. C'est Henri Fiévet qui s'exprimait ici pour les 50 ans du Front populaire. Nous étions donc en 1986. Laure Machut, la discussion entre le patronat et les ouvriers et les ouvrières se passait ainsi ? Alors, dans de nombreuses entreprises, il y a eu effectivement des négociations de patrons à délégués à la base, avec un point de départ qui était le cahier de revendication. Et effectivement, les patrons étaient très sidérés et scandalisés par ces grèves avec occupation, qui étaient une véritable effraction et conçue comme une violation du droit de propriété, du droit patronal, de l'autorité patronale, et se sont montrés quand même, pour certains, réticents à négocier. Évidemment, il y a des variations selon les usines. Il y a des patrons qui se sont plus ou moins prêtés au jeu de la négociation. Ce qu'on voit ici, c'est que le syndicat n'est pas forcément présent. Parce qu'il faut bien avoir à l'idée qu'il y a, c'est vrai, une ruée syndicale en 1936, mais on sort d'années et d'années où les effectifs syndicaux ont été décimés. Et donc les syndicats vont s'appuyer sur toute une pyramide de délégués dans les usines. Ça, c'est très important et ça se sent ici dans le témoignage. Et puis rapidement, après, parallèlement, je dirais, les syndicats engagent avec les inspecteurs du travail et leurs homologues patronaux la négociation des conventions collectives. Mais il y a une double dynamique de négociation dans les usines et puis à l'échelle des branches pour les conventions collectives. Oui, c'est toute la réflexion que l'on peut avoir entre le parti politique et le syndicat, sachant que dans l'absolu, ce sont deux mouvements différents. Et depuis 1906 et la charte d'Amiens, il y a l'idée que le syndicat ne doit pas se mêler de politique et inversement. Ludivine Bantigny, que se passe-t-il à ce moment-là ? C'est-à-dire que ces grèves sont poussées par les syndicats et échappent au monde politique ? En grande partie, d'ailleurs, ce que l'on méconnaît en général sur les débuts du Front populaire au sens gouvernemental du terme, c'est que Léon Blum et son tout nouveau gouvernement sont gênés par la grève. Et ils le disent très vite. Par exemple, la formule de force tranquille va être employée par Léon Blum dès le 6 juin, c'est-à-dire vraiment au lendemain de son installation. Et donc, il a le souci, avec son ministre de l'Intérieur, Roger Salengro, de rétablir l'ordre républicain. Et c'est vraiment le mot d'ordre, si j'ose dire. C'est vraiment rétablir l'ordre. Et là, on le voit énormément dans les archives. Alors, les archives, justement, ministérielles, les archives de Léon Blum lui-même, qui très vite craint qu'on ne soit allé trop loin dans cette grève. Laure parlait d'effraction. C'est vrai qu'il y a une dimension de transgression, de subversion totale avec les occupations. Et Léon Blum lui-même est gêné. Et donc, ce qui est vraiment passionnant dans ces archives, notamment renseignements généraux, préfets, sous-préfets, rapports de police et de gendarmerie,
gendarmerie, mais aussi bien sûr les archives syndicales, c'est de voir qu'il y a une tension vraiment entre le travail et le capital, mais aussi avec le gouvernement qui va marcher sur une ligne de crête. C'est une sorte de nœud gordien en fait qu'il faut dénouer, c'est-à-dire que en fait le programme consistait à relancer l'économie, mais très clairement le gouvernement va dire c'est l'économie de marché. Le ministre des Finances, dont j'ai aussi pu consulter les archives, Vincent Auriol, va dire beaucoup, mais nous sommes dans un régime capitaliste et nous n'avons pas l'intention d'y toucher, nous ne remettrons pas du tout en cause, y compris la propriété des grands moyens de production. Donc abandonnant aussi la perspective des nationalisations qui tenait à cœur beaucoup aux socialistes et notamment à Léon Blum. Mais là, ils se disent, en fait, voilà, nous avons pris le pouvoir dans des circonstances assez particulières, dans une coalition avec un parti qui, quant à lui, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, n'entend absolument pas subvertir la loi du capital. Et dès lors, il faut être extrêmement prudent, y compris mettre un terme à la grève. Souvent, on retient la fameuse formule prononcée par Maurice Thorez le 11 juin 1936. Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue. Et il ajoute même, il faut pouvoir assurer des compromis parce que voilà, on peut pas tout obtenir. Mais en réalité, c'est la ligne du gouvernement tout entier, du gouvernement des socialistes et des radicaux. Et donc, d'un côté, il y a bien sûr vite la volonté de négocier. Et le patronat est très d'accord dans un premier temps pour négocier. Ce sera les accords Matignon dont on va, j'imagine, un peu parler. Et d'un autre côté, c'est un début de répression. Par exemple, Roger Salengro donne très vite, on le voit dans ses archives, des instructions à ses préfets, à ses sous-préfets, pour réprimer les grèves qui durent, surtout parce qu'il y a des occupations, qu'elles sont considérées comme des violations de la propriété privée, qu'il y a d'ores et déjà des plaintes. Laure en parlait, de cette réaction du patronat. Eh bien, il y a des plaintes déposées par de très nombreux patrons, on le voit dans les archives départementales, qui ne veulent pas que leur autorité soit ainsi remise en cause. Roger Salengro, ministre de l'Intérieur du gouvernement Léon Blum qui devient président du Conseil le 4 juin 1936 et le lendemain, allocution, il faut maintenir l'ordre. L'action du gouvernement, pour être efficace, doit s'exercer dans la sécurité publique. Elle serait paralysée par toute atteinte à l'ordre, par toute interruption dans les services vitaux de la nation. Toute panique, toute confusion servirait les desseins obscurs des adversaires du Front populaire dont certains guettent déjà leur revanche. Léon Blum, le 5 juin 1936, Laure Machut, c'est très clair, c'est le retour à l'ordre, avec cette idée, et on entend bien ici dans le propos de Ludivine Bantigny, formidable avec les historiennes, les historiens, c'est le retour aux sources. Vous, dans votre travail sur les conventions collectives, vous le voyez là aussi, ce besoin de mettre de l'ordre et quelque part qu'il y ait négociation entre les patrons et le monde ouvrier en grève, c'est une forme de retour à l'ordre. La négociation canalise effectivement le mouvement gréviste. Mais alors là aussi, le fait pour un patron de devoir négocier les conditions de travail avec des syndicats ouvriers, de devoir se soumettre à une règle commune, de devoir appliquer des salaires minima, de ne pas pouvoir payer un ouvrier le salaire qu'il souhaite, c'est quelque chose qui est... là aussi, c'est une effraction. C'est quelque chose qui, à l'époque, est relativement novateur, même si les conventions collectives sont, dans certains secteurs, appliquées depuis le début du siècle. Il n'empêche que dans les grandes usines métallurgiques, là où la discipline est très forte, les conventions collectives sont une véritable innovation. Et ces patrons sont aussi des citoyens, il faut le rappeler. Donc j'imagine qu'ils assistent à tout cela comme un petit air de révolution qui souffle sur la France, parce que nous l'avons rappelé en début d'émission, le Front populaire s'inscrit dans une longue histoire des luttes ouvrières. Et donc pour le patronat, on ne sait pas où cela va aller. Il y a toujours ce danger en histoire d'aller trop loin. Nous connaissons la fin. En juin 1936, on ne sait pas comment cela va évoluer. Oui, ce qui cristallise, je pense, ce sentiment de danger, c'est les occupations d'usines. Parce que l'autorité patronale est bafouée, les patrons ne peuvent plus pénétrer dans leur usine. Ces occupations, elles renvoient aussi à un imaginaire révolutionnaire, parce que ce répertoire d'action, même s'il est
popularisé et étendu avec juin 1936. En réalité, il se déploie tout au long de l'entre-deux-guerres et particulièrement après la Première Guerre mondiale, dans un contexte qui est vécu déjà à l'époque comme révolutionnaire. Il se déploie notamment aussi dans les années 30 en Europe de l'Est, en Pologne, si bien que les occupations d'usines, on les surnomme, comme l'a montré un jeune historien, Théo Bernard, les grèves polonaises. Donc voilà, les occupations d'usines, c'est un cauchemar pré-révolutionnaire. Ludivine Pontigny, vous êtes l'autrice de Révolution. C'est publié aux éditions Anamosa avec ce mot révolution associé au Front populaire. C'est vrai que nous le faisons pas souvent. C'est-à-dire qu'au moment d'évoquer le Front populaire, on ne parle pas de révolution. Pourtant, en se plaçant là, au mois de mai, début juin 1936, pour une partie de la population, je pense du côté du patronat, pourquoi pas révolution? On ne sait pas où on va encore. On ne sait pas où on va, mais le patronat, en réalité, et les milliardaires qui détiennent, un peu comme aujourd'hui, suivez mon regard, ce qu'on appelle la grande presse, beaucoup de journaux savent très bien, en réalité, tout en déversant leur haine, souvent très antisémite à l'encontre de Léon Blum, savent très bien que le gouvernement n'entend absolument pas mener une révolution et que tout est fait au contraire pour, Laure a employé ce mot, canaliser le mouvement. D'ailleurs, Léon Jouot, le dirigeant de la CGT, va très vite parler de collaboration entre les classes sociales. Et les accords Matignon signés le 7 juin sont désignés par Léon Blum comme justement une incroyable force d'entente assez extraordinaire. Et vous parliez de ce moment si décisif de mai-juin. C'est fascinant de voir là aussi dans les archives, notamment de la SFIO, donc le Parti socialiste de l'époque. On est en plein congrès à la fin du mois de mai 1936. Il y a deux tendances déjà qui se dessinent. Il y a une tendance autour de Léon Blum et Paul Faure qui vont dire voilà, nous sommes des hommes respectueux de la loi, de la légalité, de ce qui est légitime et donc de l'ordre. On en a entendu parler, y compris dans la bouche de Léon Blum. Et puis une tendance qu'on connaît souvent au travers de Marceau Pivert, mais qui le dépasse très largement. Je citerai par exemple la militante socialiste Marcelle Pomera, qui ne va pas du tout, cette tendance, parler de révolution. Contrairement à ce qu'on imagine quand Marceau Pivert dit tout est possible, il ne dit pas du tout qu'il s'agit d'une phase révolutionnaire. Mais le grand enjeu entre ces deux tendances, je parlais de ligne de crête tout à l'heure, c'est est-ce qu'on s'appuie sur le mouvement ouvrier, sur cette grève, sur cette lutte intense pour faire face dans un bras de fer aux puissances de l'argent qui ont été tellement combattues par justement ces forces de gauche et au patronat de manière plus générale. Est-ce qu'on s'appuie, est-ce qu'on encourage ces initiatives ou est-ce qu'au contraire on cherche à les empêcher, à les réprimer, à les freiner au nom de l'ordre et au nom du civisme, puisque tout à l'heure vous en parliez, les patrons sont aussi des citoyens. Ça va être vraiment la ligne, on le voit tellement dans leurs archives, qui sont pleins de tournants aussi. Là aussi, c'est passionnant de les consulter parce que on sent les hésitations, les tournants, retournements chez Auriol, chez Spinasse, le ministre de l'économie, chez Roger Salengro ou encore chez Vincent Auriol. C'est-à-dire, en fait, la conviction que par-dessus tout, qu'on soit de droite ou de gauche, il y aurait un intérêt général, il y aurait le civisme, il y aurait la France, la patrie, et que donc ces patrons, ces investisseurs, ces porteurs de capitaux qui fuient massivement la France doivent, au nom du civisme, revenir investir dans cette économie qu'il s'agit de relancer un peu à la manière de Roosevelt et de son New Deal. Avec ici un Front populaire qui ne surgit pas de rien, on l'entend bien, il s'inscrit dans une longue histoire et c'est le cas aussi pour les relations professionnelles. Laure Machut, vous avez réalisé votre thèse sur la convention collective du Front populaire, mais pas seulement, c'est la construction, la pratique d'un système français de relations professionnelles depuis le début du XXe siècle, parce que cela existait dans certains secteurs, dans certaines usines. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'expériences. On n'est pas ici dans la création absolue de quelque chose, mais plutôt dans la mise en place, de manière plus générale, d'acquis qui existent déjà, mais alors juste localisés ici et là. Il y a une pratique des conventions collectives qui existe depuis, on va dire, la fin du 19e siècle, mais qui est vraiment localisée sur certains secteurs. Et puis, de manière plus générale, la négociation, je dirais, patron-ouvrier sous l'égide du gouvernement, elle connaît un essor important avec la Première Guerre mondiale. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde la loi du 24 juin 1936 sur les conventions collectives, elle reprend des mécanismes juridiques, des formes tentées en fait pendant le premier conflit mondial où on a déjà eu
une intervention forte de l'État dans l'économie et sur le marché du travail, et un appel à la collaboration des organisations ouvrières et de la classe ouvrière dans son ensemble à l'effort de guerre. Donc on retrouve on demande là en fait à la classe ouvrière de collaborer à la reprise économique, à la relance économique, etc. Et puis, c'est la même chose pour la loi des 40 heures. La loi des 40 heures, ça reprend exactement, ça reprend le mécanisme inauguré, la technique juridique inaugurée pour la loi des 8 heures. Donc cette législation, elle s'inspire de précédents qui se sont progressivement mis en place pendant la Troisième République, mais en allant quand même plus loin. C'est-à-dire que la loi du 24 juin 1936 sur les conventions collectives, elle va beaucoup plus loin que la première loi qui avait été votée en 1919. Avec ici une temporalité qui nous sidère, c'est la rapidité des événements. Nous le disions, le 3 mai, c'est la victoire du Front populaire, victoire aux élections législatives, les grèves. Un mois plus tard, donc nous sommes début juin, ça y est, Léon Blum est président du Conseil. Il y a ces grèves et les accords de Matignon. Ludivine Bantilly, c'est vous qui nous l'avez dit, c'est tout au début du mois de juin. Le 7 juin. Le 7 juin. Ça va extrêmement vite, en fait. Extrêmement vite. Alors, il y a en même temps, justement, entre le 3 mai et le 4-5 juin, c'est-à-dire le moment où le gouvernement vraiment se constitue et s'installe, se déroule un mois, et c'est pas négligeable, un mois. Et justement, il y a une tendance, l'aile gauche de la SFIO, qui va dire, mais il faut aller plus vite, s'installer plus rapidement et faire un peu fi des rituels, des us et coutumes constitutionnels, parce que là, il y a des milliards qui s'échappent. Et donc, il y a aussi cet enjeu fort. Et puis, en effet, il y a une rapidité, non seulement pour ce qui concerne les accords Matignon, même si, là encore, les sources parlent beaucoup, très vite, y compris ceux qui ont signé ces accords, le grand patronat vont récuser leur signature, et beaucoup de patrons ne se sentent pas tenus par ces accords. Et puis, il y a donc les accords Matignon qui empêchent les sanctions pour fait de grève, qui empêchent les licenciements notamment, et qui assurent la liberté syndicale. C'est fondamental pour assurer le droit, la protection et les libertés des salariés. Il y a l'augmentation des salaires, mais il faudra parler assez rapidement du fait que ces augmentations sont balayées par une inflation terrible que le gouvernement ne va pas réussir à juguler. Et puis, il y a les conventions collectives. Et d'un autre côté, il y a cette législation qui se fait au pas de course, alors avec un peu plus de réticence concernant les 40 heures. Mais donc, congé payé, c'est une réforme énorme, c'est une réforme radieuse. C'est un peu ce que disait Jaurès en parlant de réforme révolutionnaire, parce que là, ça touche à la racine d'un système. Moi, je considère que c'est un oxymore, congé et payé. Voilà, c'était deux termes qui n'allaient pas ensemble. Et donc, c'est quasiment une réforme anthropologique. Ça touche au rapport de l'humanité, au labeur, au travail, travailler et gagner sa vie à la sueur de son front. Là, on a droit au repos, on a droit à la dignité et au fait de faire autre chose dans sa vie que de travailler. C'est énorme. Convention collective, Laure l'a bien rappelé, c'est le fait d'avoir un rapport salarié protégé qui n'est plus exposé à la vulnérabilité de l'individu face à son employeur. Donc c'est considérable. Après, ce qui compte, c'est justement, là encore grâce aux archives, de voir comment ça s'est mis en œuvre dans la réalité, dans la durée, avec énormément d'obstacles, de réticences et de résistance. Laure Machut. Oui, sur la rapidité, je pense qu'il faut aussi insister sur le fait que le Front populaire, c'est un temps singulier quand même dans l'histoire politique de la Troisième République. Parce que dans une Troisième République où il faut que les lois soient votées dans les mêmes termes entre le Sénat et l'Assemblée, où le Sénat est le gardien des intérêts patronaux, les lois sociales mettent énormément de temps à être votées. La loi sur les accidents du travail, par exemple, de 1898, qui est une loi fondamentale, c'est des décennies et des décennies de débats parlementaires. Là, on est frappé par effectivement la rapidité du calendrier électoral. Alors ça, c'est lié à deux choses. C'est lié à la pression gréviste. Et deuxième chose, c'est lié aussi au fait que Léon Blum réaffirme l'autorité de l'exécutif. On est à un temps d'affirmation de l'exécutif et utilise toutes les ressources que lui permet la procédure parlementaire pour faire adopter rapidement les lois. Et effectivement, ça, c'est vraiment une accélération inédite dans l'histoire de la Troisième République. D'où les accords de Matignon. Léon Blum, président du Conseil, après avoir dissous les ligues factieuses par décret, réunit le 7 juin à l'hôtel Matignon les représentants de la CGT et du patronat. Ces derniers, atterrés, comprennent que cette fois, ils ne sont pas les plus forts, et après de longues heures d'âpres discussions, ils signent les accords connus sous le nom d'accords Matignon. Nous sommes le 8 juin, il est 0h30.
L'un des représentants de la CGT, Benoît Frachon, raconte. Ah, comme nous aurions aimé que tous les travailleurs puissent assister au spectacle. Nous étions, nous, les accusateurs qui parlions au nom de millions de prolétaires, et nos accusations étaient terribles, inexorables. Nous faisions défiler devant les yeux des patrons les travailleurs du textile à 80 centimes de l'heure, et pas moyen d'ergoter, les fiches de paye étaient là. Nous leur mettions sous le nez leurs méthodes brutales, malhonnêtes, flibustières, pour obliger les travailleurs à des cadences accélérées, à de longues journées de travail. À la fin de la discussion, les patrons apposèrent leur signature à côté de la nôtre. Je me souviens qu'à Matignon, les patrons se rendaient compte de ce qui allait se passer. Ils cherchaient à éviter le pire. Ils demandèrent que nous fassions un appel commun pour l'évacuation des usines. Je leur déclarai que pour ma part, je ne m'associerais pas à cet appel et que les usines s'évacueraient d'autant plus vite que les conventions collectives seraient plus vite signées. C'est en général ce qui s'est produit. Évocation radiophonique des accords de Matignon en juin 1936. Oui, non, mais c'est vrai, on le disait, ça va très très vite. Ludivine Mantigny, c'est difficile malgré tout. Et entre l'annonce dans la presse des accords de Matignon et la réalité de la construction de ces accords, ben, ce n'est pas la même chose. C'est en ça, ces sources que vous évoquez, mais vous êtes historienne, vous pouvez pas faire autrement, eh bien, sont essentielles de voir ces négociations en coulisses, de voir les hésitations. Tout cela n'est pas une évidence et c'est un peu le piège avec le Front populaire. Une analyse qui dirait la gauche unie arrive au pouvoir et puis ça y est, il y a des réformes et tout avance. Non, il y a tout un travail ici que l'on ne voit pas, en fait. Oui, et c'est d'autant plus important d'y réfléchir, je trouve, pour aujourd'hui. Le sous-titre du livre « La bourse ou la vie », que vous avez eu la gentillesse d'évoquer tout à l'heure, porte sur, justement, le Front populaire, une histoire pour aujourd'hui. Parce que, en effet, il ne suffit pas qu'il y ait la promulgation de lois ou la signature d'accords. Il y a des tensions, il y a en fait des luttes incessantes, épuisantes, intransigeantes, et c'est aussi la raison pour laquelle des grèves se poursuivent. Tout à l'heure, à juste titre, Laure parlait de l'autorité de l'État, de l'autorité de l'exécutif. Et d'un autre côté, Pierre Cotte, qui est ministre de l'Air, ministre radical, mais plutôt de la gauche du Parti radical, va dire « Mais nous avons pris le pouvoir, mais nous n'avons pas pris l'État. » C'est-à-dire que très vite, ils s'aperçoivent qu'ils ont des forces contraires, ils ont des forces hostiles, y compris, alors là, c'est flagrant, dans la police, puisque beaucoup ont la haine au sein du corps policier, de l'institution policière, de ce Front populaire, de cette gauche, cet antisémitisme aussi purulent, horrible, qui court dans les ligues, on la retrouve aussi beaucoup au sommet de l'institution policière. Et donc, il y va ces tensions. Et là, on le voit quand on va au niveau, en faisant revivre les protagonistes, femmes et hommes, au niveau local, au ras du sol de la mise en œuvre de cette législation considérable, ce sont énormément de résistances patronales. Et donc, par exemple, des pratiques de contournement, de fraude, d'infraction pour le coup, face notamment à l'application des congés payés ou des conventions collectives, notamment licencier une partie du personnel pour éventuellement le réembaucher ensuite, mais pour éviter d'avoir à donner des congés payés. Donc il y a énormément, ça foisonne comme ça de pratiques qui sont dénoncées par d'énormes cahiers de revendications, par beaucoup de luttes aussi. Et puis il y a aussi une question qui est rarement évoquée, c'est d'une part celle des femmes. Parce que à Matignon, il y a une femme, on la mentionne très 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 rarement, c'est Martha Desrumeaux. Elle est aux côtés de Benoît Frachon. Et ces femmes, en fait, elles ne voient pas leur sort énormément changer. Non pas seulement parce qu'il va pas y avoir de droit de vote des femmes, ça c'est niette. Il y a certes une loi en juillet qui est adoptée par la Chambre des députés, mais un peu par hypocrisie parce que on sait très bien à la Chambre que le Sénat ne la votera jamais. Laure évoquait tout à l'heure les décennies de débats parlementaires sur certains aspects comme les accidents du travail. C'est le cas aussi pour le suffrage des femmes, mais là c'est hors de question. Et d'ailleurs Léon Blum ne va pas insister parce qu'il considère que c'était pas dans le programme, il faut pas fâcher les radicaux. Mais il y a aussi les colonies. Par exemple, les colonies dans l'Empire colonial, c'est 50 millions d'habitantes et d'habitants, et où les conditions de travail sont vraiment, pour le coup, affreuses. Les conditions non pas seulement d'exploitation, mais de surexploitation. Où même la législation, telle que la loi de 1919 sur les 8 heures, ne s'applique pas. Où il n'y a même pas de jour de repos dans la semaine. Et où, j'ai trouvé ça dans les archives d'Outre-mer Aix-en-Provence, où le patronat local dit non, mais le samedi ou le dimanche de repos, non, parce que ça serait
judéo-chrétien et qu'au Vietnam, par exemple, dans la Nam ou au Tonkin, non, on se reconnaît pas dans cette culture-là. Et donc le patronat colonial et les gouverneurs coloniaux vont aussi empêcher le Front populaire de mener une politique véritablement émancipatrice dans ce vaste empire colonial. Il y a la prise de décision, la signature d'accords, une loi, pourquoi pas, et puis après il y a l'application. Alors c'est complètement autre chose et ce n'est pas évident parce que on l'a entendu déjà dans les archives, il y a des pratiques et des pratiques anciennes dans les entreprises qui ressemblent même à des traditions et puis des patrons qui, par effet de génération, sont parfois de vieilles personnes qui connaissent plutôt ce qui s'est passé au 19e siècle et ce que leur père faisait déjà dans l'usine. Effectivement, il y a de nombreuses pratiques Alors, je dirais que le patronat joue sur 2 tableaux. Il y a d'abord la répression, l'infraction, la violation. Alors, comme l'a dit Ludivine, par exemple, une pratique très courante, c'est de licencier le personnel pour des motifs économiques. Et dans la cohorte des licenciés, il y a les délégués d'atelier. Voilà. Donc, on s'en débarrasse comme ça. Et à l'époque, on peut quasiment rien faire contre ça. Parce que c'est pas comme aujourd'hui, les représentants du personnel ne bénéficient pas d'une protection particulière. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est extrêmement compliqué à ce moment-là de faire réembaucher le délégué. Ça, c'est la première chose. Refuser, par exemple, aussi de renégocier les conventions collectives. Ça, c'est... Voilà. Donc, il y a la mauvaise foi, la violation, l'infraction. Et puis, il y a aussi la renégociation, la négociation, l'assouplissement. Par exemple, les 40 heures. Les 40 heures dans les mines, la production de charbon baisse et ne satisfait plus la consommation, ce qui oblige d'importer. Et là, les patrons... le gouvernement de Léon Blum disent « S'il vous plaît, embauchez des Français pour faire redémarrer la production. » Et le patronat dit « Non, impossible, on ne peut pas embaucher. Investissez. Non, on ne peut pas investir. Le moyen le plus rapide d'augmenter la production, c'est de faire des heures supplémentaires. » Et le gouvernement, à la fois, fait pression sur le syndicat, la Fédération nationale des travailleurs du sous-sol, pour qu'ils acceptent en fait des heures supplémentaires exceptionnelles, en échange d'augmentations salariales, mais qui sont jamais aussi importantes que ce que demande le syndicat, etc., etc. Et donc, pendant 36, 37, 38, au fur et à mesure, comme ça, on va détricoter, grignoter progressivement. Voilà. Et puis, les organisations syndicales se prêtent à ce jeu de la négociation, en particulier parce qu'il faut montrer l'esprit de responsabilité de la classe ouvrière, la collaboration de la classe ouvrière à la relance économique, à la production de charbon, etc., etc. Il est certain que pour le Front populaire, le gouvernement en tout cas, et Léon Blum, il y a ce monde ouvrier en mouvement donc au mois de mai-juin, et puis il y a aussi le patronat. Il est certain que Léon Blum a besoin de soutien. C'est tout le pays qui frémit d'impatience, c'est tout un peuple qui réclame du pain. Vas-y sans peur, tente ton expérience, nous sommes là pour faire taire les coquins. Vas-y Léon, défends ton ministère. Vas-y Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une aumônière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que les gueux ne crèvent plus de faim, de faim, de faim. Ce qu'il faut, Léon, c'est la paix dans le monde. Commençons donc à la faire chez nous. À bas le canon qui gronde. Il faut que l'amour nous donne rendez-vous. Vas-y Léon, défends ton ministère. Vas-y Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une aumônière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que le peuple ne crève plus de faim, de faim, de faim. Ce qu'il faut, Léon, secourir la vieillesse. Pas de médaille, mais du feu et du pain. Repose aux vieux, afin que la jeunesse puisse travailler et ne plus tendre la main. Vas-y Léon, défends ton ministère. Vas-y Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une meunière, et les ailes de son moulin doivent tourner pour les prolétaires, pour que les gueux ne crèvent plus de faim, de faim, de faim.
Vas-y Léon de Montéus dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Olivier Arnay. Ludivine Bantigny, Léon Blum, oui bien sûr, se trouve face au patronat, il se trouve peut-être face à une partie du monde ouvrier à un moment aussi. Et puis, c'est une coalition, le Front Populaire, et dès lors, toute coalition nécessite pour fonctionner, pour exister, des négociations. Est-ce que ici, l'on peut voir à l'intérieur de cette coalition entre les socialistes, les radicaux et les communistes, des petites fractures ? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, mais d'ailleurs, Léon Blum n'en doutait pas dans ses brouillons pendant la campagne des élections législatives. Il parlait des radicaux douteux. Donc, il faisait ses calculs, ses pronostics, combien de sièges peut-on espérer, et il parlait de radicaux qui n'étaient pas fiables, qui étaient douteux, parce qu'une partie des radicaux s'était ralliée au Front Populaire par opportunisme, mais en réalité conservait un ancrage de centre-droit pour certains d'entre eux. Et ce parti radical, il est lui-même divisé. Mais par ailleurs, cette coalition, donc d'emblée fragile, puisque leurs visions idéologiques ne sont pas semblables au sein de ces gauches, est marquée par la tragédie aussi. C'est vrai que, et on a raison d'en parler, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est une exaltation très puissante que ces grèves et donc ces conquêtes arrachées qui sont considérables. Mais d'un autre côté, c'est une période très tragique. Dès lors, je crois qu'on peut parler de clair-obscur. C'est la métaphore qui me paraît ajustée. Et puis, la bourse ou la vie. La bourse, parce que, en effet, très rapidement, les fameuses puissances de l'argent, on parle du mur d'argent, on parle aussi du mur de papier, avec toute cette presse qui déverse sa haine à l'encontre du Front Populaire, se fait entendre. Et voilà, donc y compris sur les 40 heures. Laure l'a rappelé tout à l'heure, mais il y a en effet des assouplissements. En fait, ça prend des mois avant de prendre les décrets d'application. Et puis, très rapidement, période tragique, c'est 17 juillet, le déclenchement de la guerre civile espagnole. Et donc, on est face à un danger majeur. Il y a bien sûr la décision de non-intervention tragique elle-même en Espagne. Ça signifie un embargo sur l'Espagne. Mais ça veut dire aussi que le gouvernement, très vite, craint la conflagration, la déflagration d'une guerre qui s'étendrait en Europe. Et dès lors, il faut réarmer la France. Il y a la moitié du budget de la France sous le Front Populaire qui est consacré au réarmement. Donc en fait, cette loi des 40 heures, très vite, elle va être en effet assouplie, beaucoup de dérogations. Blum avait dit deux choses à propos des finances. Il avait dit lutter à toute force contre l'inflation. L'inflation est un fléau. Il le disait depuis des années, voire des décennies. C'était le mal absolu du capitalisme, l'inflation. Et là, il est confronté à ce phénomène, une véritable spirale inflationniste qui n'est pas jugulée. Et là, on le voit aussi dans les sources, pardon d'y insister, mais elles sont décidément édifiantes. Les contrôles, les inspections, etc. ne sont absolument pas suffisants. C'est dérisoire par rapport au fait que la plupart des industriels et des commerçants augmentent considérablement leurs prix, d'une part. Et d'autre part, Blum était vent debout depuis des années contre la dévaluation. Et c'était encore le cas en juin 1936. Il disait jamais de dévaluation. Ça atteint les classes populaires. Le Parti communiste disait il faut faire payer les riches, il faut instaurer un impôt sur le capital, un impôt sur le chiffre d'affaires. Mais en réalité, c'est pas ce qui se passe. Parce que là, on voit négocier, on voit les rencontres, y compris entre Léon Blum, Chamberlain en Grande-Bretagne, les correspondances avec Henry Morton Howe, le secrétaire d'État au Trésor états-unien, avec Roosevelt lui-même, et finalement, en septembre, la dévaluation au nid. Et le Parti communiste, puisque vous parliez des tensions, évidemment, il récuse aussi cette dévaluation, mais il s'y rallie, il ne vote pas contre. Il dit il faudrait l'ajuster et essayer de compenser les graves conséquences pour les salariés par l'échelle mobile des salaires. C'est ce que disait aussi Léon Blum depuis des années et le Parti socialiste. L'échelle mobile des salaires. La dévaluation, c'est un mal, là aussi, capitaliste à leurs yeux. Bon, ils n'ont pas forcément à prendre parti, mais en tout cas, si dévaluation il faut l'échelle mobile des salaires pour qu'il n'y ait pas de pénalisation des salariés. Et en fait, cette échelle mobile des salaires n'est pas mise en place. Et le dernier mot que je voudrais dire, ou la dernière phrase, c'est les chômeurs. Parce que là, on parle quasiment plus des chômeurs et des chômeuses, mais c'est des centaines de milliers de personnes qui sont au chômage. Leurs cahiers de revendications sont poignants, vraiment poignants. Et en fait, cette inflation et cette dévaluation leur nuisent encore davantage qu'aux salariés. Parce qu'on l'a rappelé, il y a des augmentations de salaire qui sont certes balayées par l'inflation, mais l'un dans l'autre, les 40 heures sont payées 48, etc., même si elles ont du mal à s'appliquer. Mais pour les chômeurs, c'est vraiment une catastrophe.
Avec ces émissions du cours de l'histoire, Adversité et désaccord, le Front populaire désenchanté ou encore les Fronts populaires dans le monde, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Ce moment Front populaire est un moment de construction aussi. Laure Machut, est-ce que il y a un après Front populaire dans les relations professionnelles? Parce qu'on l'a bien entendu, victoire électorale, des grèves, et puis très vite des négociations, des accords, ceux de Matignon, des lois aussi. Est-ce que ça a changé les relations professionnelles? Oui, quand même. Évidemment, il y a eu de nombreuses pratiques de contournement et de violation dont on a parlé. Évidemment, il y aura ensuite la période du régime de Vichy, la répression, la fin de la charte du travail, etc. Mais ensuite, on peut dire que les conventions collectives entrent dans les mœurs. En 1946, il y a une 3e loi qui est votée, et ainsi de suite. Donc il y a quand même, de ce point de vue-là, un avant et un après. C'est-à-dire que la convention collective de branche, c'est un acquis durable du Front populaire. Ces conventions collectives, elles dessinent aussi des hiérarchies salariales, parce qu'il y a des barèmes de salaire qui sont contenus dans ces conventions collectives. Et de la même façon, ces barèmes, ils survivent. Ils survivent au Front populaire et à la Libération. À la Libération, dans beaucoup de branches, on les reprend telles quelles. Donc voilà, il y a effectivement, de la même façon, tout ce qui est représentation du personnel dans l'entreprise. C'est quelque chose qui avait été d'abord tenté au moment du premier conflit mondial, qui se généralise au Front populaire et qui est repris en fait à la Libération. Et puis ce qui reste aussi du Front populaire, et ça on le sait bien, c'est une image. Elle est incroyable, cette image-là, elle est fantastique. C'est cette image de joie, cet enthousiasme général, avec ici des hommes, des femmes en action. Il fallait porter à manger au piquet de grève, en bicyclette qu'on allait, avec des copines, avec des autres enfants de notre âge, de 14, 15 ans, on partait là-bas. Il y avait des garçons, il y avait des filles, on partait là-bas. Bien sûr, on allait voir nos pères là-bas à la mine. Ça, on s'en allait en groupe comme ça. Oh oui, avec les poignets, on partait. Mais il n'y avait pas loin. Pour aller jusque Barrois en vélo, il y avait une demi-heure. Il y a des fois, on ne portait pas à manger. Il y a des fois, ils se contentaient avec leur briquet, comme ils disaient, puis leur gourde avec du café. Ça dépendait. Mais on ne pouvait pas toujours manger des tartines quand même. Alors, avec la gamelle, je les portais à manger. Les autres aussi, d'ailleurs. Témoignage ici sur le Front populaire. Ludivine Bantigny, vous êtes l'autrice de Nous ne sommes rien, soyons toutes, histoire de femmes en lutte et de lutte féministe de la Révolution française à nos jours, au Seuil. Là, au moment du Front populaire, bien souvent, au moment d'évoquer les femmes, nous parlons de femmes au gouvernement. Il y en a quelques-unes et symboliquement, c'est extrêmement fort. Puis il y a toutes ces femmes en lutte, même si, vous l'avez rappelé, il y a cet échec, cette impossibilité d'obtenir le droit de vote des femmes avec ce blocage du Sénat, diantre. Mais il se passe aussi quelque chose aussi pour le Front populaire et pour les femmes dans le Front populaire. Oui, ça fait beaucoup de bien d'entendre cette voix avec l'accent du Nord très reconnaissable que j'adore. Oui, et les femmes sont très très présentes dans les grèves, très présentes dans les mobilisations, et on a parlé plusieurs fois de subversion ou de transgression, mais là c'est vraiment une subversion au carré, que les femmes occupent les usines, les grands magasins. Il faut voir que c'est des milliers d'occupations, et puis elles ne se chargent pas uniquement du ravitaillement. C'est vrai qu'il y a des rôles de genre, comme on le dirait aujourd'hui, mais elles prennent la parole, elles s'organisent, elles sont extrêmement actives. Dans le programme du Front populaire, il y avait l'idée qu'il fallait la reconnaissance du droit au travail des femmes, qui n'avait rien d'évident. Et tout à l'heure, je parlais des chômeuses et des chômeurs. Au niveau, par exemple, des conseils régionaux, des conseils départementaux, certains responsables politiques, à droite comme à gauche d'ailleurs, vont dire c'est peut-être le moment, au contraire, que les femmes retournent au foyer, cessent de travailler, puisqu'elles font concurrence aux hommes. Il y a aussi cette dimension, y compris dans ces conventions collectives dont on a beaucoup parlé, à juste titre, comme une réforme considérable. Je tiens aussi à le ressouligner. Mais il y a une sorte de naturalisation de salaires de femmes qui sont extrêmement amputés par rapport à ceux des hommes, au minimum 20% de moins, voire la moitié. Dans la plupart des conventions que j'ai vues, les femmes gagnent la moitié du salaire des hommes, et certaines vont revendiquer l'égalité salariale, mais elles sont très peu nombreuses. Alors c'est vrai qu'il y a ces 3 femmes sous-secrétaires d'État. Alors elles sont pas très reconnues non plus. Par exemple, on retrouve des lettres à en-tête, vous voyez, qui sont adressées par exemple par Léon Blum à messieurs les ministres et secrétaires
secrétaire d'État. Donc, il n'y a pas mesdames, par exemple. Donc, il y a Suzanne Lacorre, qui va s'occuper de la protection de l'enfance. Il y a Cécile Brunschvicg, plus de l'éducation nationale, mais toutes les deux dépendent de leur ministre de tutelle, Henri Sellier et Jean Zay. Et puis, il y a Irène Joliot-Curie. Mais c'est intéressant parce que là aussi, dans la correspondance entre Irène Joliot-Curie et Léon Blum, elle exprime ses réticences et une sorte d'intériorisation d'un complexe peut-être d'illégitimité. Elle dit non, mais je suis pas forcément prête. D'ailleurs, je suis pas en très bonne santé. Et puis moi, je veux me consacrer à la recherche. Irène Joliot-Curie. Vous avez Paul Langevin, vous avez Jean Perrin. Ils feront très bien l'affaire. Et Léon Blum insiste parce que il faut qu'il y ait un symbole. Mais finalement, même Irène Joliot-Curie va rendre ce qui n'est pas son tablier, mais voilà, son poste précisément parce que elle veut faire autre chose. Donc il y a un symbole, mais très rapidement, d'ailleurs, dès le gouvernement de Front Populaire suivant, après la chute de Léon Blum, il y aura plus de femmes au gouvernement et que, comme l'a montré l'historienne Christine Barre, c'est passé quasiment inaperçu. Laure Machut, dans cette recherche sur les conventions collectives, vous croisez beaucoup de figures féminines. Au moment de négocier, par exemple, sont-ce des délégués masculins plutôt que des femmes ? Oui, alors la position des femmes, elle est complexe à analyser. C'est vrai qu'elle a souvent été réduite, par exemple, au moment des grèves, comme le temps à le montrer, le reportage, à la position d'auxiliaire, c'est elle qui ravitaille les grévistes, etc. C'est une image aussi qui est diffusée par la CGT elle-même, le film Grève d'occupation, où on souligne bien que, par exemple, les hommes dorment seuls dans les usines. Parce que la morale, notamment la morale patronale, c'est une forme réprouve le fait que les femmes dorment sur place avec des hommes qui ne sont pas forcément leurs maris. Et donc là aussi, il y a l'esprit, la volonté de ne pas discréditer le mouvement. En réalité, il y a des usines où les femmes ont occupé et ont dormi sur place. Oui. Dans des usines de tricotage du Nord, où 90% de la main-d'œuvre est féminine, évidemment, les femmes dorment sur place. À l'usine Japy, il y a des jeunes adolescentes, 13 à 18 ans, qui participent, qui occupent et qui séquestrent. Donc les femmes, elles ont été effectivement actrices, peut-être bien plus qu'on ne l'a dit à l'époque, de ce mouvement de grève. Dans les négociations, c'est que dans les délégations syndicales, elles sont beaucoup moins représentées. À Paris, il y a un seul secteur où vraiment c'est une femme qui négocie, c'est la confection. Pour hommes, Georgette Bodino, c'est une femme communiste, elle négocie. Et ça explique en partie le fait, comme l'a dit Ludivine, que les barèmes de salaire, alors les femmes profitent considérablement des augmentations de salaire parce qu'elles sont les moins payées. Or, les augmentations de salaire sont plus importantes pour les salaires les plus faibles. Donc, mécaniquement, elles profitent énormément. Et quand même, l'écart entre salaire féminin et salaire masculin se réduit. Mais deux choses importantes, les femmes n'accèdent pas aux postes les plus qualifiés. Dans les barèmes de salaire, les postes les plus qualifiés sont systématiquement masculins. Donc, il y a un verrou masculin sur la qualification qui est maintenue. Et puis, effectivement, comme l'a dit Ludivine, à poste égal, il reste quand même des différences de salaire importantes. Mais à l'époque, il n'y a pas de femmes qui se mettent en grève contre ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est quand même plus ou moins accepté, intériorisé, y compris par les femmes elles-mêmes. Et on voit même, à certains endroits, dans certaines entreprises, pas forcément de grands bastions ouvriers, mais des patrons qui disent, bon, alors d'accord pour l'augmentation du salaire masculin, mais en échange, on revient au salaire aux pièces pour les femmes. Donc il y a souvent une opposition évidemment à ça, et d'abord des femmes, mais de manière plus générale, le refus de l'aumône au nom de la dignité ouvrière, le refus par exemple des primes de rendement qui divisent ou qui insistent par trop sur la productivité. Mais à certains endroits, on trouve cette tentative de négociation patronale. Et on sent bien ici que les grèves aboutissent. Il y a les accords de Matignon, il y a des lois, mais que tout acquis est fragile. C'est l'histoire du Front Populaire, une histoire de grève et de joie et de surprise. Écoute, la première fois j'ai vu la mer, les premiers congés payés, on n'avait pas de sous pour aller en vacances, c'était trop cher, il n'en était pas question. Mais il y avait à l'époque des coopératives. Bon, alors on partait grâce à des organismes comme ça, qui faisaient des prix très très bas. Donc j'ai eu l'occasion de partir avec mon père et ma mère, et on est allé à Yport. Yport, c'est l'inférieur à côté du Tréport. Alors tu sais, c'était pas le grand luxe, Je sais pas où on faisait sa toilette, je me rappelle pas. Mais on mangeait à table d'hôte, on était je sais pas combien à la table, on était heureux. On était heureux. La première fois que j'ai vu la mer, à Yport, on arrive sur une hauteur. Tout d'un coup, hop, tu découvres la mer devant toi. Elle est en dessous, loin, mais tu la vois tout d'un coup. Et ça, c'est un souvenir inoubliable, d'avoir vu la mer comme ça,
C'était des cailloux à Yport, des galets. Mais ça fait rien. On n'est pas resté un mois, 8 jours, c'était déjà beaucoup. Mais d'avoir découvert la mer comme ça, c'était les premières vacances, les premiers congés payés. Quand j'y pense encore, je suis émerveillée de l'espace. C'était la mer et la mer était là devant mes yeux. Lisette, les premiers congés payés en 1996, un reportage de Zoé Varier de France Inter pour les 60 ans du Front Populaire. Laure Machut, je ne dis pas que la lecture d'une convention collective ne fait pas rêver. Ça peut faire rêver. Mais c'est vrai que tout cela s'associe dans un moment très court. On le sent bien au printemps, à l'été 1936. Pour les ouvrières, les ouvriers travailleuses et travailleurs, il y a un bouleversement complet, concret dans leur vie. Il y a les congés payés. Et puis, les rapports à l'intérieur de l'entreprise ne sont plus les mêmes. Oui, alors sur les congés payés, j'avais écouté aux archives départementales du Val-de-Marne le témoignage d'un militant, vous pourrez écouter à vos heures perdues, Benito Caceres, qui explique 2 choses. D'abord, il explique que c'est véritablement novateur parce qu'avant, lui, n'avait pas de temps libre. Tout son temps était consacré à travailler. Le week-end, il nettoyait la voiture de son patron. Voilà. Il était jeune à l'époque, il avait à peine 16 ans. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, premier congé payé était 1936, il ne sait pas quoi faire de son temps. Il ne sait pas quoi faire de son temps parce que les vacances et les loisirs, en fait, c'est un apprentissage. Et occuper son temps à autre chose que travailler, c'est un apprentissage. Et d'ailleurs, le premier été, en fait, il reste chez lui. Et il travaille pour des voisins. Il fait du bricolage. En fait, il fait du bricolage pour des voisins. Il va rendre service, qui est une autre forme de travail. Donc, il continue finalement à meubler son temps par le travail. Et donc, voilà, ça, je trouvais que ça a donné la mesure de la rupture que représentent ces congés payés et ce temps libre qu'au début, on ne sait pas très bien comment occuper. Voilà. Et alors effectivement, après, cet apprentissage, il est collectif, comme l'évoque ce témoignage. Il y a quantité d'organisations qui se mettent en place au sein du mouvement ouvrier, par le gouvernement, etc., pour faciliter ces vacances. C'est l'œuvre de Léo Lagrange notamment, et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de stades qui s'appellent Léo Lagrange en France, et que ce Front Populaire Ludivine Bantigny, et je reprends les mots de Laure Machut, nécessite une éducation. En tout cas, ce n'est pas rien de savoir comment on crée une nouvelle convention collective, de savoir comment on occupe son temps libre quand on a des loisirs, et c'est un moment qui nécessite ce regard de l'historienne sur le passé, en écho au présent. C'est ce que vous faites dans La Bourse ou la Vie, le Front Populaire, histoire pour aujourd'hui. C'est cette longue histoire qui continue. Oui, en effet, il faut se rappeler quand même, juste en écho à ce que dit Laure, que les salaires sont très bas et donc en effet, soit on ne sait pas comment occuper son temps, soit en fait il y a une nécessité de travailler. Et dans les archives départementales, on voit qu'il y a une sorte de police du repos parce qu'il y a des poursuites engagées par l'inspection du travail contre des salariés en congé qui vont aller s'embaucher ici ou là, même même chez des voisins, sur des petits chantiers, etc. Bon, ce qui compte, et par rapport au témoignage magnifique, merci pour la beauté aussi et la force des témoignages que vous avez sélectionnés. C'est un peu ce que dit Lisette, c'est le droit au bonheur. Le droit au bonheur. Et l'histoire du Front Populaire nous dit que la lutte paye. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Si les grèves ont été si puissantes, c'est parce que on a mesuré que c'était par ce moyen qu'on pouvait arracher des conquêtes considérables dont nous sommes encore les héritières et héritiers aujourd'hui. Que l'unité antifasciste, on en a parlé aujourd'hui, vous en avez parlé hier, elle est évidemment indispensable. Et puis la nécessité aussi de tenir bon sur son programme, sur son projet, quand il est émancipateur et porteur de justice. Le droit au bonheur. Merci vivement à toutes les deux d'être venues dans le cours de l'histoire. Laure Machut, vous avez co-dirigé les préfets dans la Première Guerre mondiale. C'est ici ce regard, parce que ces préfets de la Première Guerre mondiale, ils sont encore là, ils le voient, le Front Populaire, ils sont peut-être à la retraite. Et quant à vous, Ludivine Bantigny, La Bourse ou la Vie, le Front Populaire, histoire pour aujourd'hui. Merci vraiment à toutes les deux. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, adversité et désaccord, le Front Populaire désenchanté. Ce ne sont pas des sacrifices que je demande aux Français. C'est un effort plus vigoureux. Dans aucun pays du monde, sauf la France et le Mexique, la semaine de 40 heures n'est le régime normal du travail. Édouard Daladier, en août 1938, le Front Populaire commence à aller quand même beaucoup moins bien. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Luce Mourant, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Sidonie Lebeau, Chloé Rouillon et Jeanne Delecroix. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.